Natasha Ryan était une jeune Australienne de seulement 14 ans. En 1998, elle a disparu de sa ville natale et très vite, les autorités ont commencé à croire qu'elle avait pu être victime d'un tueur en série. Pendant des années, sa disparition est restée un véritable mystère. Jusqu'à ce qu'un beau jour, les autorités reçoivent une lettre anonyme qui leur a permis de découvrir toute la vérité. Et là, laissez-moi vous dire que personne ne s'attendait à ça. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Natasha Ryan, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire qui est dingue, vraiment dingue du début à la fin. Voilà, je sais pas si vous la connaissez, moi personnellement je la connaissais pas, c'est une histoire qui a l'air assez connue, surtout en Australie. Vu à quel point elle est dingue, ça ne m'étonne pas, mais j'avais très envie d'en parler aujourd'hui sur ma chaîne. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Holly Energy. Holly est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan, renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Holly utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Holly est leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Holly remplace 50 canettes. Mais laissez-moi aussi vous parler de leur gamme de thé. Là aussi, il s'agit de poudre, ce qui vous permet de vous faire un délicieux thé glacé en quelques secondes. Vous pouvez donc prendre vos petits sachets partout où vous allez et avoir un thé glacé super facilement. À nouveau, Holly vous propose plein de goûts différents et des thés riches en vitamines et antioxydants. Si vous êtes indécis, n'hésitez pas à commander leur pack découverte et si vous commandez leur starter pack, vous aurez en plus une jolie gourde en verre comme la mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phenixia5 et avec le code Phenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables absolument partout dans le monde. Voilà donc comme d'habitude, vous connaissez à connaître, mais si vous êtes intéressé par les produits Holly, n'hésitez pas à aller en barre de description. Je vous mets tous les liens vers leur site internet, vers leur compte Instagram. Ils sont super actifs, ils sont super cool, donc n'hésitez pas à les suivre. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui sont là et merci à tous ceux qui s'abonneront. N'oubliez pas non plus, si vous avez envie de suivre mes petites aventures, de vous abonner à mon compte Instagram. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Natasha Ann Ryan est née le 9 mai 1984 et a grandi en Australie, dans la ville de Rockhampton, dans l'état du Queensland. Elle a alors vécu avec sa mère Jenny, son père Robert, dont je n'ai pas trouvé de photo malheureusement, ainsi qu'avec son frère Jason et sa sœur Donna. Alors j'ai pas beaucoup d'informations sur son enfance, mais en tout cas, il faut savoir qu'une fois adolescente, Natasha est devenue une jeune fille de base assez typique, mais tout de même un petit peu rebelle. Elle restait malgré tout proche de sa famille, mais elle avait tout de même un grand besoin d'indépendance et un besoin de liberté. En soi, comme la plupart des adolescents qui ont envie de se sentir un petit peu indépendants, d'avoir leur propre vie, mais c'est vrai que chez Natasha, c'était un petit peu plus prononcé. Je n'ai pas vraiment plus à vous dire, c'est pour ça qu'on va directement passer à l'une des premières journées fatidiques de cette histoire. Clairement, c'est ce jour-là que tout va commencer et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous étions à ce moment-là le lundi 31 août 1998. À ce moment-là, Natasha avait donc 14 ans, la rentrée avait déjà eu lieu et elle se lançait donc dans une nouvelle année scolaire.
Ce matin-là a alors commencé comme tous les jours et Jenny, la mère de Natacha, l'a emmenée à l'école. Mais voilà, en milieu de journée, Jenny va alors recevoir un appel de l'école. Les professeurs avaient en fait remarqué que Natacha avait assisté à aucun cours de la journée et ils se demandaient donc si elle était malade. Mais là évidemment, sa mère va être extrêmement choquée et dira qu'elle avait pourtant déposé Natacha le matin même à l'école. Bon, à ce moment-là, les parents de Natacha ont compris qu'elle avait sans doute séché les cours. Mais le problème ici, c'est que personne ne savait où elle se trouvait. D'ailleurs, même ses amis les plus proches n'en avaient pas la moindre idée. Suite à ça, Jenny, donc sa maman, a décidé de ne pas perdre plus de temps et s'est alors rendue au commissariat de la ville afin de signaler la disparition de Natacha. Alors, les policiers seront heureusement assez réactifs et très vite, les autorités de Rockhampton, accompagnées de bénévoles parce que l'affaire s'était ébruitée, ont commencé à fouiller les alentours de l'école de Natacha. Mais bon, ils n'ont rien trouvé, donc ils ont élargi la recherche à toute la ville de Rockhampton pour essayer de la retrouver. Ça va être assez fou parce que personne ne trouvera la moindre trace de Natacha. On pouvait alors se poser pas mal de questions. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas été à l'école ce jour-là? Devait-elle rencontrer quelqu'un? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Il y avait en soi énormément de questions et personne n'avait la moindre réponse. Elle avait réellement disparu sans laisser la moindre trace. Au final, les jours et les semaines vont passer et petit à petit, les proches de Natacha vont perdre l'espoir de la revoir un jour vivante. Évidemment, la famille ainsi que les enquêteurs avaient pensé à la possibilité d'une fugue, mais c'est vrai que si ça n'avait été que ça, elle serait rentrée ou on aurait fini par la retrouver. Il faut quand même que je vous précise qu'avant ça, Natacha avait déjà fugué à 2 reprises. À chaque fois qu'elle fuguait, elle avait pour habitude d'aller se réfugier chez son petit ami qui s'appelait Scott Black. Là encore, c'est une chose qu'il me semble importante de préciser, mais Scott avait en fait 6 ans de plus que Natacha. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Natacha avait 14 ans et Scott, lui, avait 20 ans. C'est quand même une différence assez importante, surtout à leur âge. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, lorsqu'elle fuguait, Natacha allait se cacher chez lui. Par contre, quand même, à chaque fois que ça arrivait, Natacha finissait par se rendre aux autorités pour rentrer chez elle en toute sécurité. Mais voilà, cette fois-ci, les choses semblaient quand même assez différentes. Scott avait d'ailleurs été interrogé par la police et cette fois, lui non plus ne semblait pas du tout savoir où se trouvait sa copine. Donc là, les choses semblaient être bien plus graves que d'habitude et donc petit à petit, les autorités ont commencé à se dire que Natacha avait peut-être été victime d'un acte criminel. Bon, j'ai pas vraiment trouvé plus de détails là-dessus, mais j'ai quand même pu lire qu'à l'époque, la police avait eu des doutes sur un jeune adolescent qui s'appelait Taranaki Mayowa Tokutoa. Il avait 15 ans à l'époque et était en fait le meilleur ami de Natacha. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, les enquêteurs avaient semblé croire que cet ami-là aurait pu s'en prendre à Natacha. Pourquoi est-ce qu'il est devenu suspect ? Voilà, je sais pas du tout, j'ai pu lire cette information, mais c'est une piste qui a par la suite été abandonnée et clairement ce jeune garçon n'avait rien à se reprocher. Par contre, c'est vrai que ça n'a en soi rien à voir avec la disparition de Natacha, mais il faut quand même savoir que quelques années plus tard, en 2014, Mayowa Tokutoa, qui avait 30 ans à ce moment-là, s'est marié avec un homme. Malheureusement, en 2017, Judd Wilson, son mari, qui n'avait que 25 ans à ce moment-là, a été victime d'un crime de haine envers les personnes homosexuelles. Il a heureusement survécu, mais malheureusement, il va rester handicapé pour le restant de ses jours. Comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec la disparition de Natacha, mais en soi, c'était pour faire une petite parenthèse par rapport à son meilleur ami, qui a quand même en soi vécu des choses horribles dans sa vie parce que après avoir été accusé du meurtre de sa meilleure amie, il a dû subir le crime très violent de son mari. Mais revenons-en à présent à Natacha. Rapidement, la crainte qu'elle ait été victime d'un acte criminel s'est renforcée lorsque, quelques temps plus tard, la ville de Rockhampton va sembler être habitée par un tueur en série. En fait, au mois de septembre 2000, un homme du nom de Leonard Fraser a été condamné à la prison à perpétuité pour l'enlèvement, l'agression sexuelle et le meurtre d'une petite fille de seulement 9 ans.
Il l'avait enlevée au sein même de la ville de Rockhampton, moins de 2 ans après la disparition de Natasha. D'ailleurs, avant de s'en prendre à cette petite fille, Leonard Faster avait déjà passé de longues années en prison pour l'agression sexuelle de plusieurs femmes, ce qui en faisait un homme extrêmement dangereux. Mais en tout cas, lorsque Leonard a été emprisonné en 2000, les autorités ont tenté de voir si des meurtres de femmes qui avaient eu lieu dans la région ne pouvaient pas être reliés à lui, et effectivement, ce sera le cas. Il a alors été accusé des meurtres de 2 jeunes femmes, Beverly Lego et Sylvia Benedetti, et également de l'homicide involontaire d'une autre femme qui s'appelait Julie Turner. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'était pris à ces femmes entre 1998 et 1999 dans la région de Rockhampton. Il était donc sur place et actif au moment où Natasha avait été portée disparue. En 2000, 2001 et 2002, la police a alors énormément enquêté sur Leonard Fraser et au fur et à mesure que les enquêteurs l'interrogeaient, ils étaient de plus en plus convaincus que Natasha faisait partie de ces victimes. D'ailleurs, à un moment donné, Leonard a même sous-entendu le fait qu'effectivement, il s'en serait pris à Natasha. Les autorités se sont alors très vite fiées aux aveux de Leonard Fraser et clairement tout laissait penser que Natasha avait connu une fin tragique. À partir de là, les médias et le public ont réalisé que Natasha était donc effectivement morte et que même si son corps n'avait jamais été retrouvé, elle avait sans aucun doute été la proie d'un horrible tueur en série. Après ça, une cérémonie commémorative a alors été organisée en son honneur et ses parents, bien que bouleversés, ont quand même trouvé là-dedans un moyen de faire leur deuil. Oui, le corps de leur fille n'était pas retrouvé, mais au moins à présent, ils savaient qu'elle était décédée, ils n'avaient plus cet espoir de la retrouver vivante et ça leur permettait d'enclencher quand même leur processus de deuil. À présent, en fait, tout ce que la famille de Natasha espérait, c'est que Leonard Fraser dévoile à la police où se trouvait le corps de leur fille. On va alors devoir attendre 2003 pour qu'enfin le procès du tueur en série ne s'ouvre. Les proches de Natasha et également les autorités vont alors espérer enfin pouvoir connaître les détails sur cette affaire grâce au procès. Par contre, je précise quand même que son procès regroupait plusieurs meurtres présumés et pas seulement celui de Natasha. Donc voilà, le procès était en route, on attendait de connaître la vérité, mais un beau jour, le 10 avril 2003, il va se passer quelque chose qui va marquer un réel tournant dans cette affaire. On est donc, comme je vous l'ai dit, en plein milieu du procès de Leonard Fraser lorsque la police va recevoir une lettre anonyme disant que Natasha Ryan était en réalité toujours en vie. Ça va être assez rapide pour les enquêteurs de retrouver qui avait écrit cette lettre. Il s'agissait en fait de Scott Black, qui, rappelez-vous, était le petit ami de Natasha au moment de sa disparition. Donc suite à ça, les enquêteurs ont alors décidé de se rendre sans prévenir au domicile de Scott qui habitait lui aussi dans la ville de Rockhampton. Sur place, ils sont alors rapidement rentrés dans la maison pour vraiment laisser aucune chance à personne de pouvoir s'enfuir. Alors c'est vrai qu'au début, il n'y avait aucune trace de Natasha, mais à un moment donné, un des agents de police va avoir l'idée d'ouvrir l'un des placards de la chambre. Et là, à l'intérieur de ce placard, il va y trouver la réponse à 5 années de mystère. Dans le placard se trouvait Natasha, bien vivante, qui s'y était cachée pour que la police ne la retrouve pas. Très vite, ils vont alors découvrir que depuis 5 ans déjà, elle vivait cachée au domicile de son petit ami et était d'ailleurs en pleine forme. C'est là qu'on va comprendre ce qui s'était réellement passé et Natasha va accepter de tout raconter. Elle expliquera que lors de la fatidique journée en 1998, elle ne s'était pas rendue à l'école mais avait été se réfugier chez Scott, son petit copain. Elle y avait alors passé des jours et puis en voyant l'ampleur qu'avait pris sa disparition, elle a décidé de rester cachée là, peut-être même pour toujours. Natasha vivait alors confinée dans un tout petit espace de la maison de Scott. D'ailleurs, le couple avait planifié une vie qui était totalement secrète. Ils avaient d'ailleurs mis au point pas mal de plans et de stratagèmes pour être sûr que personne ne se doute que Natasha y vivait. Le couple expliquera d'ailleurs que parfois, rarement même, Natasha sortait, mais c'était toujours le soir. Lors de ces sorties, elle se rendait au parc ou à la plage, mais c'est tout.
En 5 ans, elle n'est pas sortie au soleil une seule fois et n'avait strictement vu personne d'autre que son petit ami Scott qui lui avait, je le rappelle, 6 ans de plus qu'elle. Et d'ailleurs, Scott semblait s'être très bien accommodé à la situation. Il lui apportait même très souvent des provisions pour qu'elle puisse survivre sans devoir se remontrer à la lumière du jour. Là, clairement, pour la famille de Natasha, ça paraissait totalement dingue. 5 ans auparavant, leur fille était une ado pleine de vie qui cherchait à avoir toujours plus de liberté et d'indépendance. Et en fuguant, eh bien, elle avait vécu cachée, sans plus aucune liberté, sans plus aucune indépendance justement. Donc vraiment, ça n'avait aucun sens. En fait, chez Scott, Natasha passait alors son temps à regarder la télévision, à lire et à essayer de se donner l'illusion d'avoir une vie réelle. Mais bon, on peut s'en douter, mais cet isolement lui a valu un énorme coup psychologique. Je pense qu'on se rappelle tous du confinement dû au Covid-19. Ça n'a pas duré 5 ans, loin de là, et heureusement, mais tout le monde allait mal, et d'ailleurs il y a clairement eu un après, il y a eu beaucoup plus de personnes qui avaient besoin d'antidépresseurs, qui avaient besoin de voir des psychologues, alors que clairement ça n'a duré que quelques mois. Donc là, imaginez 5 ans pendant lesquels Natasha a vécu complètement confinée, et en plus elle avait comme en tête de rester là jusqu'à la fin de sa vie. On peut imaginer qu'après ça, elle a eu de lourds dégâts psychologiques. Il faut vraiment réaliser que pendant des années, elle a été coupée de sa famille, de ses amis et même de toute forme de normalité. Elle vivait dans la peur constante d'être découverte tout en sachant que ses actes avaient causé un énorme chagrin à tous ses proches. Pourtant, eh bien, malgré tout ça, elle était restée cachée. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en soi, elle semblait refuser ou être incapable de vraiment poser des mots sur le pourquoi elle avait fugué et sur le pourquoi elle n'avait jamais décidé de réapparaître de son plein gré. Sinon, au niveau médiatique, autant vous dire que dès que les médias ont été mis au courant de la découverte, eh bien le pays tout entier n'a fait que parler de ça et le nouveau surnom de Natasha a rapidement été la fille dans le placard. Par contre, très rapidement, les journalistes, les détectives et le public ont été très intrigués par la situation. Tout le monde se demandait en fait pourquoi et comment une jeune fille a-t-elle pu vivre cachée pendant tout ce temps. Ça paraissait dingue, ça paraissait inconcevable et donc beaucoup de personnes cherchaient des réponses. En tout cas, après avoir parlé aux policiers et après avoir fait un séjour à l'hôpital pour vérifier qu'elle aille bien, eh bien Natasha a pu retrouver sa famille, mais autant vous dire que les retrouvailles ont été assez tendue. Sa mère, Jennifer, avait réellement passé des années à pleurer la disparition et puis la mort de sa fille. Elle était évidemment bouleversée de pouvoir la retrouver, mais c'était un sentiment très étrange également pour elle. Elle expliquera plus tard avoir d'abord ressenti beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, mais après ça avoir ressenti une sorte de sentiment de rancœur, de trahison et même de colère. Alors évidemment, je pense que c'est totalement compréhensible. Natasha a fait subir beaucoup de souffrance à sa famille, elle a passé 5 ans à les voir pleurer, le procès pour son meurtre était même en cours et sans cette lettre anonyme, eh bien elle ne serait peut-être jamais réapparue. Alors peut-être que vous vous demandez justement ce qu'il en est d'un point de vue juridique. Ça a en fait été assez compliqué parce que en soi, on ne pouvait pas vraiment condamner Natasha pour avoir fugué. En fait, la seule personne dans cette affaire à avoir eu des problèmes avec la justice suite à ça, c'est Scott Black, donc le petit ami. Mais c'est vrai qu'au moment où Natasha a été retrouvée, eh bien les deux étaient adultes et toujours en couple. Mais Scott a tout de même été accusé pour avoir hébergé une mineure et pour avoir entravé l'enquête policière. Scott a alors décidé de plaider coupable, mais c'est vrai qu'au final, il n'a pas vraiment reçu de peine très importante. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement seulement. Après ça, eh bien, la vie a semblé reprendre son cours, mais c'est vrai que l'affaire continuait à passionner les médias. Natasha a d'ailleurs donné plusieurs interviews dans lesquelles elle a tenté d'expliquer les raisons de sa disparition. Selon elle, sa décision de fuir n'était pas un acte de rébellion calculé, mais plutôt une sorte de pulsion qu'elle avait eue face à toute la pression qu'elle ressentait au niveau familial. Elle dira d'ailleurs qu'au moment de sa disparition, elle ressentait un réel sentiment d'étouffement, sentiment qui était présent depuis déjà plusieurs années. Natasha dira en fait souvent qu'à l'époque, ses proches semblaient attendre trop de choses de sa part et qu'elle n'arrivait pas à les rendre fiers. Elle se sentait totalement impuissante face à ses résultats scolaires parce qu'elle rencontrait pas mal de problèmes à l'école et avait en plus de ça un grand besoin de pouvoir contrôler sa propre vie. Mais bon,
Elle précisera quand même dans une interview « Je ne dirai jamais publiquement pourquoi je suis partie ». Ce qui quand même rend l'affaire un peu plus mystérieuse et ce qui laisse penser qu'il y avait une autre raison bien plus importante. Pour ce qui est de sa relation avec Scott, eh bien Natasha dira souvent que pour elle, il représentait une sorte de protecteur. Il était devenu son confident et la seule personne dont elle devait se préoccuper. Il l'avait toujours bien traitée et elle se sentait vraiment bien auprès de lui. Elle dira d'ailleurs en parlant de Scott « Il me protégeait et je l'ai laissé faire. C'est de ma faute s'il l'avait fait. C'était ma décision de m'enfuir. Il faisait quelque chose de vraiment beau et me protégeait alors que j'avais l'impression que j'aurais dû être ou que je méritais d'être punie. » Par contre, il faut savoir aussi que la parole de Natasha valait littéralement de l'or à cette époque. Il y a eu une véritable débâcle médiatique après ça. Tous les médias voulaient pouvoir l'interroger et selon certains rapports, il paraîtrait même que Natasha ait reçu en tout la somme de 200 000 $ pour ses interviews. Mais évidemment, quand cette information est sortie, ça a quand même provoqué pas mal d'indignation chez une partie de la population parce que clairement, l'État avait dépensé beaucoup d'argent pour la rechercher alors qu'elle était cachée. Et là, elle, grâce à ça, eh bien, elle gagnait une somme astronomique. Suite à ça, eh bien, en 2006, Natasha a été contrainte de reverser 120 000 $ aux contribuables du Queensland pour rembourser une partie des dépenses consacrées à sa recherche. Mis à part ça, en 2008, eh bien, Natasha s'est finalement mariée avec Scott Black, son petit ami chez qui elle s'était cachée toutes ces années. Et d'ailleurs, leur mariage avait été très sécurisé et les invités avaient interdiction de prendre des photos pendant la cérémonie et à la réception. On comprendra par la suite pourquoi, c'est parce que Natasha avait en fait décidé de vendre les photos de son mariage aux médias. Et là encore, le prix de chaque photo lui avait rapporté énormément d'argent. Par la suite, le couple a alors eu 4 enfants, mais malheureusement, le 2 juin 2024, un drame va à nouveau frapper la famille. Natasha, qui avait à présent 40 ans, a été retrouvée morte par la police sur un terrain de golf dans la ville de Rockhampton. C'est très récent, c'est très étrange aussi. Je me suis demandé si là encore il y avait quelque chose de criminel, mais malheureusement on n'en sait pas vraiment plus, mis à part que la police a quand même tenu à préciser qu'il s'agissait d'une mort soudaine et non pas suspecte. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'est baladée là, elle a fait une chute, elle a eu un problème cardiaque? Voilà, je n'en ai aucune idée, mais bon, selon la police, eh bien, ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas quelque chose de criminel. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Vraiment, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça tellement fou, je trouve ça tellement dingue de rester caché. Des disparitions volontaires, il y en a beaucoup, mais souvent les gens changent de pays, ils changent d'identité. C'est rare qu'une jeune fille de seulement 14 ans ait eu envie de passer toute son adolescence cachée dans une petite maison à l'abri du jour. Je pense que malheureusement, on ne connaîtra jamais tout par rapport à cette affaire. Je pense qu'il reste pas mal de choses secrètes. On ne saura comme jamais la réelle raison pour laquelle elle est partie de chez elle. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans sa famille, dans ses amis? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'elle avait peur? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, cette histoire est vraiment mystérieuse. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'aller faire un tour en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Holy Energy. Et voilà, moi je vous dis comme d'habitude, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!